on est ensemble pendant 45 minutes pour échanger, partager sur la suite, ce qui va se passer, ce qui doit se passer, ce qui devrait se passer. Donc, comme je vous ai mis dans le chat, vous avez sur Livestorm à votre droite plusieurs onglets. Donc, dans le chat, le mieux, c'est pour échanger entre vous, pour partager, si vous avez un souci, etc. Si vous avez une question à me poser en direct, notez-la dans questions, je la traiterai dès que possible. Et puis, lorsque je vais vous faire travailler, échanger et partager, parce que c'est le but aussi d'un webinaire, répondez dans le chat. Donc, je suis Jérôme Bequet, je dirige Ecos Concept et je vais partager avec vous le fruit de mes réflexions et de mon retour d'expérience. Donc, cette présentation, le replay sera disponible après et vous pouvez, je crois, en cliquant en haut à droite, vous avez un petit symbole permettant de télécharger ma présentation. Alors, et maintenant, réussir la reprise et la suite ne se fera pas par magie. Tout le monde en est d'accord, sauf que c'est pas si sûr. Et donc, ma présentation, le webinaire va être en plusieurs étapes. D'abord, je vais revenir sur la crise, ce que c'est, ce qui se passe, la différence entre le rêve et la réalité, ce qui va être important de faire pour prendre du recul sur ce qui se passe, et puis comment agir, et puis aussi comment on peut éventuellement vous aider. Voilà. Alors, en quelques mots, Ecos Concept, on existe depuis maintenant fort longtemps. On intervient sur 2 niveaux en formation. Le pourquoi et le quoi, qui sont les sujets. Par exemple, ce matin, j'animais un webinaire, une formation intra sur manager à distance, et c'est un sujet qu'on traite depuis des années. Donc, on intervient sur plein de sujets. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé sur le comment. Les ateliers, le digital, la gamification, le conseil, etc. Donc, on mobilise les deux. Et ça fait fort longtemps qu'on accompagne des clients où on se rend compte que ce n'est pas le jour où on lance une idée, qu'elle se met en place, c'est parce qu'on a fait des choses. Concernant la réussite des transformations, il y a plusieurs webinaires concernant la formation sur lesquels vous pouvez aller en suivant le lien que je vous ai mis sur YouTube. Et puis, j'interviens depuis maintenant 3 ans avec Youno et j'anime des SPOC. Un SPOC, donc c'est une formation à distance tutorée. Et on a créé avec Youno début mars une formation qui s'appelle Manager à distance en contexte de crise. J'anime plusieurs groupes et les questions des apprenants maintenant, c'est quoi faire, comment reprendre mon équipe, comment remobiliser, comment remotiver, sachant qu'on n'est pas prêt de sortir de cette crise. D'accord ? Donc, tout ce que je vais vous présenter, c'est en même temps le fruit de notre expérience et puis de ce qu'on vit actuellement dans les différents accompagnements. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir votre retour, votre perception, parce que c'est le but d'un webinaire. Alors, quand on parle de la crise ou des crises, je vois qu'il y a une question, est-ce que ça fonctionne? La réponse est oui. La crise, quand on parle de la crise, ce qui est intéressant de voir qu'une crise, donc c'est un événement qui remet en cause, de façon inattendue, un ordre établi. Et on voit plusieurs éléments qui font qu'on a une crise. Déjà, c'est violent comme manifestation, alors pas forcément physiquement, mais c'est violent. La phase est difficile à traverser. Il nous manque quelque chose. Par exemple, pendant le confinement, il nous manquait le fait de pouvoir nous déplacer. Et point très important, c'est un moment périlleux pour les personnes et les organisations. Et ce point-là va être important parce que, comme il est périlleux, il nous alerte et il peut créer, si on n'y fait pas attention, des effets moyen et long terme. Et on voit qu'il y a différentes étapes dans une crise. Ça peut être tout allait bien, il y a eu un problème, ça descend et ça remonte vite, comme il y a eu une crise, il y a eu un problème, et puis comme on est dans une crise multiple, on peut avoir plusieurs étapes, plusieurs effets, et on peut avoir dans les organisations des personnes qui sont en pleine crise, alors que d'autres ne l'ont pas encore vécu, alors que d'autres l'ont vécu il y a fort longtemps. Par exemple, dans l'Est de la France, il y a des organisations qui ont vécu dans leurs agences ou leurs magasins des choses que n'ont pas forcément vécues des agences ailleurs, même si on peut avoir un confinement généralisé. Si on regarde, ce qui va être très important, c'est de voir la temporalité, où on en est dans la crise. Alors, il y a le avant, l'étape 1 et 2, et d'ailleurs, il y a beaucoup de crises qui devaient arriver, qui ont disparu. D'accord ? Puis à un moment donné, l'étape 3, c'est la crise se réalise. Mais ça peut être tout allait bien pour moi jusqu'à maintenant, et tout à coup, mon fournisseur ou mon client principal a un problème et ça crée une crise. Et à ce moment-là, il y a une phase 4 qui est la phase de secours et d'urgence, qui peut être plus ou moins longue, dans laquelle il y a le feu.
Puis ensuite, on va avoir une étape 5 dans laquelle on commence à décélérer, une étape 6, 5-6 où on va piloter, et puis une étape 7 où on va remonter. Et puis ensuite, on va avoir une étape de stabilisation et de capitalisation. Mais je reviens sur ce point-là. Actuellement, la crise qu'on vit est une crise comme les matrioshkas. Il y en a plusieurs à l'intérieur et c'est loin d'être fini. On n'est pas en déconfinement. On est en confinement qui évolue. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, vous, dans votre organisation, dans votre activité, par rapport à la crise qu'on vit actuellement, vous en êtes où de 1 à 8 vous en êtes où est-ce que vous voyez le bout du tunnel, globalement, ou est-ce que vous êtes encore dans la phase de désespoir 3 et 4? Donc, vous en êtes où dans votre activité à vous, que vous soyez formateur, responsable formation en entreprise, etc. Où en êtes-vous? 4, dit Denis. Voilà. Donc, c'est la phase de descente. Par exemple, pour moi qui fais beaucoup de présentiel, le fait qu'il y a beaucoup de formations qui sont actuellement reporté en digital, ça crée beaucoup d'incertitudes pour nos clients, pour nous, etc. 7, ça commence à remonter, d'accord. Alors ça commence à remonter avant de redescendre, parce qu'il va y avoir, comme dans les tremblements de terre, différentes répliques. Et donc on va pas, et sachant que ce que l'on perçoit soi-même peut être vécu très différemment par les membres de l'équipe. Ce matin, j'avais un manager qui me disait, mais moi, je pense qu'on voit le bout du tunnel. Et j'ai un collaborateur qui est habituellement très efficace, qui est complètement perdu. Et il s'est rendu compte que ce collaborateur très efficace, qui avait beaucoup d'habitude et de certitude, était complètement perdu parce qu'il ne savait pas quoi faire. D'accord ? Voilà, 4, 5, 6, et c'est pas prêt de finir, ça va durer. Mais là, on parle de crise sanitaire, mais des crises, il y en a eu, on en a vécu un certain nombre. Et ce qui est intéressant de voir que on a vécu des crises, mais comme on a assez peu de mémoire, ce n'est pas pour autant qu'on en a tiré des enseignements. Alors, si je continue dans ma présentation, comme le dieu Janus que j'ai mis en haut, qui est à double face, la crise peut avoir des effets négatifs. Et on a beaucoup de personnes qui ont perdu tout un tas de repères, il y a du stress, les priorités et les projets. On devait aller à un salon qui avait lieu fin mars, qui a été décalé à fin mai et qui maintenant est décalé à fin septembre. Voilà, donc ça change nos priorités. On se retrouve en télétravail, d'accord? Mais télétravail, une journée par semaine, 2 journées choisies dans lesquelles j'ai pas mes charmants enfants qui sont là, c'est très différent de se retrouver confiné chez soi avec ses proches. D'accord? On peut avoir des difficultés à s'approvisionner, à commercialiser, etc. On a aussi la perte de lien. Et contrairement à ce qu'on pense, en télétravail forcé, les gens peuvent avoir tendance à surtravailler parce qu'il n'y a pas de limite. Le mythe de celui ou celle qui ne fait rien n'est pas tant d'actualité. On peut avoir des personnes qui se crament parce qu'elles veulent tout faire. Et puis on peut avoir dans la même organisation des personnes très très occupées parce que l'activité doit reprendre, parce qu'elles sont au cœur de l'activité, et d'autres au contraire qui n'ont rien à faire. Ou qui, étant à distance de leur travail, de leur machine, décrochent parce qu'elles n'ont pas de boulot. Alors que des personnes qui ont construit leur identité sur « je travaille, je fais bien », peuvent être complètement perdus. Et puis, on a un autre effet important. Il y a des incertitudes et personne actuellement ne peut dire ce que sera l'avenir. Par contre, si on ne fait rien, c'est extrêmement déstabilisant, car ce n'est pas la crise qui va être important, c'est comment on en sort. Autre élément négatif, alors là, pour l'instant, je dresse le portrait, après on va arriver dans les solutions. On a aussi le fait que la crise a révélé qu'il y avait des problèmes qui étaient là avant. C'est-à-dire que on risque après de garder des problèmes de la crise et de garder des problèmes d'avant. Dans beaucoup de changements, moi je constate qu'on ne résout pas les problèmes d'avant et le nouvel outil, la nouvelle organisation crée de nouveaux problèmes. On a aussi le fait que parce qu'on est en état de crise, nous, êtres humains, on est sensibilisés à ce qui ne marche pas. Or, on sait très bien, il faut 5 nouvelles positives pour contrebalancer une nouvelle négative. D'ailleurs, les chaînes d'infos le savent très bien. Il vaut mieux communiquer sur les problèmes que sur les choses qui fonctionnent. Donc, on peut avoir des personnes qui, naturellement, parce qu'elles sont dans la situation difficile, peuvent avoir l'impression que rien ne marche. Et ce qui se passe aussi, c'est que les personnes qui ont été déconnectées temporairement, alors ça peut être par du chômage technique, ça peut être par tout un tas de choses, peuvent avoir un sentiment de déconnexion, un peu comme quelqu'un qui revient après 2 mois sur un projet ou qui revient après 2 mois d'arrêt maladie, de vacances ou autre. Ça peut être compliqué de reprendre, alors que pendant ce temps-là, il y a des personnes qui ont fait
des choses. Et il y aura un après où il y aura des gens qui diront « moi j'ai fait » et peut y avoir des risques de « et toi, tu n'as rien fait ». Où on va avoir des demandes de personnes qui vont dire « moi j'ai agi et pas les autres, donc j'ai droit ». Donc ça va amener pas mal de tensions. Mais comme une médaille, il y a l'autre côté, hein, c'est le côté positif, c'est que ça a amené effectivement des choses, des nouvelles façons de faire, la remise en question d'habitude. J'ai beaucoup de mes clients qui me disent on fait moins de reporting et finalement ça marche aussi bien. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus de reporting, mais il y a peut-être des questions à se poser sur est-ce qu'on ne s'est pas mis soi-même dans l'habitude de reporter à des gens qui ne l'exploitent pas. Et puis on a des gens qui se sont révélés, on a des opportunités. Donc la crise, comme toute situation, peut avoir des inconvénients majeurs, mais peut avoir aussi des avantages majeurs à condition de savoir l'exploiter. Okay, voilà, donc ça, c'était pour vous faire un petit peu un constat de la situation. Et puis, on a un rêve. Alors voilà, ça y est. Il y a eu une crise et par l'opération du Saint-Esprit, par l'aide de la petite souris, par la baguette magique, par tout ce qu'on veut, il y aura de la reprise. Ça va être formidable, tout va changer, ça va être mieux. Ah, le digital learning, ça y est, les poules vont avoir des dents, demain on rase gratis. Les lendemains qui chantent sont pour aujourd'hui. Sauf que souvent, il y a un écart. Hein. Donc tout le monde disait qu'après, ça allait être formidable. Et puis le problème, c'est que rien, nada, niet, que dalle. Voire même, c'est pire qu'avant. Alors, je vais vous demander, c'est une activité très simple. Nous sommes dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ça ne s'est pas bien passé. La presse s'est plantée avec talent. Je vous demande de me lister dans le chat qu'est-ce qui a été fait pour que la presse se plante avec talent. C'est-à-dire, réellement, il s'est passé des choses. Qu'est-ce qui s'est passé pour se planter avec talent? Allez-y, à votre avis, hein, faites-moi un peu de prédiction. Qu'est-ce qui s'est passé alors, de façon à ce que ça se plante? Allez-y. Voilà. Qu'est-ce que vous... Denis dit, je ne comprends pas la consigne. Le grand classique, ça serait de dire, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire, ce qui est très intéressant, qu'on fera après. Mais c'est une activité qu'on appelle l'anti-brainstorming ou le pré-mortem dans les projets. C'est le projet s'est planté. Hein, dans 6 mois, le projet qu'on va faire, il s'est planté. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est planté? Moralité, ça permettra de travailler sur qu'est-ce qu'il faudrait faire autrement. Alors, Serge, je vous dis à haute voix ce qui est dans le chat, parce que ce qui est enregistré, c'est la vidéo. Donc, c'est pareil qu'avant, reprendre l'activité comme si de rien n'était, dit Carole, pas de remise en question, absolument. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui a pu être fait pour que justement l'après ne fonctionne pas? Hein, je vois qu'Isabelle, parce qu'il peut y avoir un petit degré de latence, donc laisse quelques instants. Le pilotage ne correspond pas à la réalité, pas d'écoute. Oui, pas d'écoute. Bon, allez, fini de jouer, on reprend. D'accord? Vouloir reprendre trop vite, et c'est une tentation. Enfin, c'est tout à fait normal. L'activité a été faible, c'est tout à fait normal de vouloir rattraper ce qu'on n'a pas eu. Ne pas avoir anticipé la reprise, hein, face au stress, on le verra après, on a des personnes qui se mettent en mouvement et des personnes qui attendent, qui sont sidérées. Voilà, manque de communication au sein de l'équipe, trop de reproches, on va chercher des coupables, pas de mesure à la hauteur des enjeux, modification des process adaptés à la crise, mais non adaptés en période normale, absolument, pas de réelle analyse. À force de ne parler que de l'écume des choses et de négliger les plus atteints par la situation, il se produit une révolte contre les élites. Pas de règles d'enseignement. Voilà, l'activité ne reprend pas et on ne se met pas en dynamique de changer. On planifie à long terme. On fonctionne sur scénario. Alors, et on va devoir faire des plannings pour justement les adapter. D'accord? Donc, on voit bien ne pas observer ses équipes pour comprendre ce qui se passe dans son équipe. Oui, bon, ils vont bien. Hein, ils sont grands, ils sont autonomes. Allez, allez. C'est reparti. Et c'est quelque chose, quand on a un peu d'expérience, qu'on a vécu dans le passé. Voilà, vous connaissez on l'a tous vécu, le retour de team building, de séminaire, on est gonflé à bloc en tant que manager ou chef de projet, on a prévu un truc génial, c'est sûr qu'on change tout demain et il ne se passe rien. Le projet, le changement, la phase bilan, la phase retour d'expérience, la phase capitalisation, c'est tellement peu fait. Hein. L'après-formation, voilà, on a fait une formation, c'était génial, et puis le lendemain, on reprend comme d'habitude. Et effectivement, les principales causes, et vous l'avez dit, hein, on retourne au business comme avant, on essaie de trouver des coupables,
On essaie, et l'administration le fait très bien, de tout prévoir au cas où, mais en réalité, on devient un monstre qui a beaucoup de mal à bouger. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas prévoir des plans B. Pas de bilan, sauf quand ça ne va pas. Enfin bon, on pense que ça va venir tout seul ou on pense que quelqu'un d'autre va le faire. Alors, on a eu aussi faire des prédictions dans un monde complexe. On est dans le brouillard, on va donc faire des prédictions à longueur de la main. Hein. On ne prend pas la mesure de la crise et des modifications qu'elle doit générer. Ou alors, on attend que l'organisation s'en occupe. C'est-à-dire que la valeur ajoutée d'un chef de projet, d'un manager ou d'un équipier, c'est pas simplement d'attendre que ça tombe tout rôti du haut et d'en profiter pour critiquer que c'est pas adapté. Et en même temps, quand on met en place des choses, qu'il y ait une remontée et un partage des bonnes pratiques. Alors, je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais ça ne se fait pas spontanément. D'accord? Alors, et donc, moi, ce que je vous proposais, j'ai pris un peu de recul et j'ai commencé à regarder est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous aider. Parce que moi, j'aime beaucoup partir de la pratique, mais c'est intéressant de rajouter des modèles qui permettent de comprendre d'où ça vient et de pouvoir agir. Et je vous propose qu'on parle d'antifragilité, de résilience, de croissance post-traumatique et de trauma. Alors, je vais en parler de façon pédagogique. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ces éléments-là, antifragilité, résilience, croissance post-traumatique, est-ce que ces trois-là vous parlent? Vous notez de 0 à 3. 0, il n'y en a aucun qui me parle réellement, à part connaître les mots. 3, je les connais, je les pratique. Bon, Denis qui met 3. Denis, n'hésitez pas. Voilà. Thierry 0. Mais moi, je vous rassure, enfin, ces termes-là, avant de regarder durant le confinement ce que c'était, ça me parlait, mais sans plus. 1, 3. En fait, plutôt, les Caroline, en fait, plutôt 1. D'accord. OK. Alors, si vous regardez le capitaine Haddock, alors il a plein de défauts, le capitaine Haddock, mais en pleine tempête, c'est pas forcément la tempête qui est importante. La même situation peut amener chez des personnes un sentiment d'être complètement perdu, alors que pour d'autres, on voit bien là que pour lui, qu'on a vécu différentes tempêtes, qui sait faire, etc., pour lui, il n'a pas du tout la même réaction. Donc, alors, j'élimine bien évidemment les crises du style tremblement de terre, fin du monde, etc. C'est clair que quand le monde s'écroule physiquement autour de nous, personne n'est prêt. Il y a ceux qui reprennent rapidement le cap, puis il y a ceux qui prennent du temps. Là, on est bien sur des crises qui font qu'à un moment donné, il y a des personnes plus ou moins à l'aise et qui l'ont déjà vécu. Pour des changements, quand on a des gens qui ont vécu souvent des changements, le changement d'après, ils ont tendance à le relativiser. Une organisation qui n'a jamais changé, qui est très structurée, le jour où il y a un micro-changement, c'est une impression que tout va changer. Donc, on est bien plus sur la perception de la crise qu'on va travailler que sur la crise réelle. D'accord? Donc, si on regarde antifragilité, résilience, croissance post-traumatique, c'est juste que ça va permettre de voir qu'il y a différents scénarios. Si on regarde les différents scénarios, on a le trauma. Alors, qui dit trauma, et c'est clair, le trauma, c'est un événement. Je me prends un coup, c'est un trauma. Je me prends un choc, c'est un trauma. Je me prends un accident, c'est un trauma. C'est quelque chose qui nous arrive et qui nous impacte. Et on peut avoir, à l'issue de ce trauma, de cette crise, des organisations ou des personnes qui vont en profiter pour progresser. Elles sortiront plus haut qu'avant. Et là, on va retrouver les deux concepts de croissance post-traumatique. C'est-à-dire, le trauma m'a permis de progresser, ou ce qu'on appelle l'antifragilité. C'est-à-dire que c'est comme quand on fait du sport. C'est-à-dire, au début, en travaillant et en m'entraînant de façon raisonnable, c'est pas de faire 50 km du premier coup, en m'entraînant régulièrement, je vais me renforcer. Vous avez après, en dessous, la résilience, la robustesse. C'est-à-dire, le choc fait qu'après, comme culbuto, je me remets, c'est-à-dire je reprends. Alors, la résilience peut amener de la croissance post-traumatique, mais ce n'est pas fondamentalement ce qu'elle fait. Et puis, vous avez des organisations qui, suite à la crise, vont développer un sentiment d'inefficacité. On n'en est pas capable. C'est souvent parce que ce n'est pas débriefé, on parle que des sujets qui dysfonctionnent, on met en avant que les erreurs. Et on sait bien, nous, en tant que pédagogues, que le syndrome Pygmalion, si je pense que mon apprenant est capable d'eux, et si lui pense qu'il en est capable, c'est très différent de s'il pense qu'il n'en est pas capable. Et c'est ça la fragilité, c'est je pense que la dernière fois, le choc nous a fait mal, évitons le prochain choc.
Et le pire, c'est le stress post-traumatique, c'est des personnes qui, suite au trauma, vont garder des séquelles psychologiques qui font que, face à une situation équivalente, elles vont revivre ça de façon extrêmement forte. On le retrouve dans l'assertivité. Pour ceux qui connaissent l'assertivité, en situation de confort, je fais ce qu'il faut. En situation d'inconfort, je peux aller dans l'attaque, la fuite ou la manipulation, parce que dans le passé, j'ai vécu une situation que j'ai mal vécue et qui fait que face à cette situation, l'émotion revient. Et on le voit bien dans des changements majeurs. Quand on annonce un changement dans une organisation, si on a une culture de on ne parle jamais de ce qui va, etc., dès qu'on annonce le changement, pour beaucoup de gens, c'est la fin du monde. Alors, je vais vous présenter, j'ai mis quelques éléments que vous aurez après, et ça va être intéressant parce qu'on va bien sûr travailler sur comment faire en sorte le plus possible d'aller en haut, parce que si on ne fait rien, il y a un risque qu'il y ait des séquelles à long terme. Donc, j'ai mis quelques éléments de synthèse que je vous propose de voir, et ensuite on va voir concrètement quelles sont les actions à mettre en œuvre. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est ma vision, c'est simplifié. Si vous avez des éléments à compléter, vous êtes les bienvenus. Hein. Alors, le trauma, donc c'est un événement, ça nous met en alerte. Quelque part, un trauma, c'est quelque chose, c'est pas simplement, tiens, il pleut. Hein. C'est un événement qui fait qu'à un moment donné, j'ai dû agir, j'ai dû réagir, j'ai perçu un danger. Je passe dans la rue, il y a une voiture qui a failli me renverser, je saute de côté. Voilà, c'est un événement. Après, soit il ne se passe rien, soit je vais avoir peur de me rapprocher des voitures, hein, bien sûr. Et ça met en place les éléments du système archaïque. Celui qui fait en sorte, qui pendant des milliers d'années, nous a amenés à survivre. Et pendant 250 000 ans, Homo sapiens a été câblé sur quand il y a un danger, on l'évite. On reste en groupe. Il a fallu des millénaires pour qu'on arrive à sortir de ce phénomène-là. Mais l'origine du stress est externe. C'est ponctuel et c'est spécifique. L'option de sortie, ça peut être, il n'y a pas d'effet, le trauma, il est juste passé, ça n'a rien donné. Ça peut être, ça m'a aidé à grandir, comme ça a fait que maintenant, face à la même situation, je ne suis pas en confiance. D'accord ? Alors, ça peut être individuel comme collectif. Si les 8 changements précédents, les 8 crises précédentes, ça s'est mal passé, la 9e fois, ça va être très compliqué. C'est bon sur le... Vous me dites hein, si je vous perds, car je ne vous vois pas. Alors, donc voilà, ça c'est le trauma, c'est l'événement. Par rapport à ça, on a donc Taleb qui, dans son bouquin, alors il est intéressant son bouquin, faut s'accrocher sur l'antifragilité. Il a aussi travaillé sur le signe noir. Lui, ce qu'il met en avant, c'est l'antifragilité. Alors, il y a fragile, et il dit souvent le problème, c'est qu'on oppose robuste. Non, non, il y a fragile et il y a antifragile, c'est l'inverse. Et robuste, c'est autre chose. Un système antifragile, c'est un système qui se renforce. Hein, c'est le sport, mais c'est le sport à sa juste mesure. Hein, Carole est là, Carole qui court énormément. Si moi j'essaie de courir comme Carole, c'est sûr que ça ne me renforcera pas. Hein, on va donc doser. Le fractionné, c'est de l'antifragilité. Et donc c'est effectivement confronté à des chocs, à des aléas, je vais améliorer le système, je vais me renforcer. Alors que la résilience, c'est comment je me remets d'un échec, alors que la robustesse, c'est comment je fais en sorte que l'événement extérieur ne me bouge pas. Le Titanic, par exemple, était robuste. Il était prévu pour ne pas couler. C'est juste qu'à un moment donné, eh ben, il a coulé. Il était tellement gros qu'on n'a pas pu faire autrement. Alors que fragile, c'est quelque chose qui va se briser. Des organisations fragiles, c'est par exemple, j'en rencontre quand j'accompagne des managers dans la grande distribution où ils passent toute leur journée parce qu'ils sont mal organisés ou on leur laisse pas de temps à courir partout, ce qui fait que le jour où il y a le moindre aléa, ils explosent en vol. Alors que ceux qui prennent du recul, s'organisent, vont dans leur bureau, analysent leurs chiffres, développent leurs équipes, tiennent plus le choc. Hein. Le résilient, il résiste au choc et il ne bouge pas, alors que l'antifragile s'améliore. Les deux concepts sont complémentaires, mais ce n'est pas forcément les mêmes auteurs. D'accord ? Donc, on va travailler sur comment effectivement renforcer la capacité de l'équipe à devenir antifragile. Une équipe sportive, c'est ça, hein, un collectif sportif est antifragile. On s'améliore, on se regarde, etc. Autre concept intéressant à avoir, c'est la résilience. Alors, le grand pape de la résilience, c'est Boris Cyrulnik, et c'est la capacité qu'on a, nous, êtres humains, à survivre à des situations qui, normalement, devraient amener plein de dégâts. Hein, c'est le principe du culbuto, c'est-à-dire on fait tomber et on remonte. Ça se travaille, mais ce qui est intéressant, si on compare,
c'est que la résilience, c'est comment je reviens dans l'état d'avant. Alors, bien évidemment, la résilience m'aide à progresser, mais ce n'est pas son fondement principal. Donc pareil, je vous conseille de lire son livre si vous souhaitez, c'est super intéressant. Et on a des équipes, on a des groupes très résilients. Et puis vous avez, alors Denis dit, Cyrulnik nous dit qu'il a été résilient du trauma de l'arrestation de ses parents par les nazis. Entre parenthèses, qu'il lit résilience et échec quand une formulation un peu rapide. Non, oui, oui, Denis, là, j'y vais au bazooka, j'y vais à la serpe, hein, bien évidemment. C'est le concept qui m'intéresse. C'est la résilience pour l'accompagnement d'enfants, d'ados, de gens qui ont eu des problèmes de vie. Moi, je ne suis pas là-dessus, hein. Sur la résilience en termes d'organisation, en termes d'équipe. C'est très différent. Pareil, quand je parlais du trauma, c'est le trauma dans la vie de l'entreprise. Ce n'est pas le trauma d'un enfant battu, de quelqu'un, etc. Ça, ce n'est pas du tout ma zone de compétence. Vous voyez, je prends bien ce sujet-là pour voir ce qu'on peut en tirer. Mais oui, Denis, vous avez raison. J'ai résumé en un slide quelques éléments. Le trauma, la différence. Alors, je vous ai mis, il y a Cyrine Ben Mamou qui a produit sur YouTube 4 vidéos d'à peu près 1 heure qui sont très bien foutues sur la différence entre trauma et traumatisme. Pareil, je vous conseille d'aller voir. Et donc, on a bien le trauma, c'est l'événement, et le traumatisme, c'est ce qui reste. En termes de gestion du stress, c'est une fois que le stress est passé, il y a ceux qui passent à autre chose et il y a ceux qui continuent à vivre ce stress. C'est-à-dire que, confronté à la même situation, je vais avoir l'impression de notre organisation a mal vécu la situation, je pense qu'il y a un risque, je pense que c'est dangereux. Moralité, dès qu'il y aura à nouveau un risque, ça va me ramener dans l'état d'avant. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas fini, c'est quelque chose qui est indifférent à l'extérieur. C'est moi-même comment je vis les choses. Et c'est pour ça que dans une équipe, on peut avoir, par rapport à la même situation, des personnes qui, par leur expérience, par leur parcours, vont avoir des réactions très différentes. D'accord ? Ce qui veut dire qu'on va faire des choses pour accélérer ça et pour aider ça. Là, pour l'instant, je présente la situation. D'accord ? Et donc, on peut avoir des personnes qui ont ça. Ça peut être très ancien, ça peut être récent, ça peut être fort, ça ne peut pas être. Est-ce que c'est bon ? Voilà. Je pense qu'on a peut-être perdu quelques secondes. Voilà. Alors, maintenant, point important qu'on va travailler, ça s'appelle la croissance post-traumatique. On parle beaucoup dans les séries américaines du syndrome post-traumatique, du stress post-traumatique, mais on a aussi la croissance post-traumatique. C'est face à une situation, ce que je vais faire et exploiter pour mettre en place de nouvelles stratégies, de nouveaux comportements, élargir ma zone de confort et de confiance. Et on n'a pas forcément besoin de revenir sur le trauma. Ce qui est important, c'est d'en tirer des enseignements. C'est de passer du pourquoi est-ce qu'on l'a eu à comment faire pour. Et puis, c'est de rentrer dans l'action. Donc, ce qui prouve bien que si on attend que ça se passe, bien évidemment, il y a des gens qui vont progresser, il y a des équipes qui vont progresser, mais si on attend, il y a un risque d'être plutôt sur le bas du tableau, d'accord ? Alors qu'on va mettre en place des actions pour être plutôt sur le haut. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant ? Je vais rentrer maintenant dans les plans d'action. Hein, mais voilà, je voulais juste positionner plusieurs éléments. Est-ce que ça vous parle ? Mais Denis, je suis d'accord avec vous. Hein, j'ai été chercher des gros concepts. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant ? Et est-ce que dans votre organisation, vous pensez qu'on va plutôt être en haut, plutôt être en bas ? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui se font déjà ? D'accord ? Après, on va avoir des actions, mais c'est intéressant de mettre dans un cadre, parce qu'il ne suffit pas de faire un séminaire, quoi. Il ne suffit pas de faire un atelier. On le fait parce que si on ne le fait pas, d'accord, hein, et si vous voulez compléter, soyez les bienvenus. Hein, Alors, maintenant, revenons à ce que j'avais dit avant. Voilà, tout le monde disait qu'après dépendrait de ce qu'on en ferait. Et j'aime bien Forrest Gump, maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors maintenant, à votre avis, hein, et je le prends dans l'autre sens, l'après a réussi avec talent, tenant compte de ce que je vous ai présenté avant, concrètement, qu'est-ce qui va être fait ? Qu'est-ce qui va être fait ? Qu'est-ce qui doit être fait ? Quelles sont les choses à mobiliser pour que… Alors Serge dit,
je pense qu'il y a un écart entre les individus de l'organisation et oui, de prendre une position moyenne. Absolument, Serge. Je parlais plutôt vous dans votre perception. On peut avoir dans la même entité des groupes qui vont être plutôt vers le haut, d'autres plutôt vers le bas. Et je n'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça, mais si on ne fait rien, il y a un risque qu'il ne se passe rien. Ou qu'on ait mais non, mais dans ma boîte, ils sont grands, ils sont autonomes, c'est sûr qu'ils vont le faire. C'est sûr que certains le feront, peut-être entre deux personnes, peut-être dans un petit groupe, mais ce n'est pas pour autant que ça diffuse. Donc, revenons sur ma question. À votre avis, c'est quoi les actions concrètes à mobiliser, sans en faire trop, parce qu'on n'a pas forcément des jours et des heures? Alors, dire qu'on ne vise pas un retour à l'avant, mais qu'on doit maintenir des principes et leurs conséquences concrètes dans une situation différente, absolument. Ça dépend des strates de décision, dit Catherine, tout à fait. Mais à votre niveau, si on se met à son niveau. Si j'ai des managers à votre niveau de manager, si j'ai des formateurs à votre niveau de formateur. Alors, là, comme on est sur un webinaire, j'ouvre très large. Ce qui serait intéressant, c'est si on a une équipe constituée, de dire, à votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire nous, en tant que formateur, en tant que manager, en tant que chef de projet, en tant que consultant, pour que… Ouais. Oui, on va avoir… Alors, Carole dit, la difficulté, c'est qu'au sein du même groupe projet, on va avoir des perceptions très différentes. Tout à fait. On peut avoir des gens, mais on peut avoir des gens qui ont l'impression qu'on en est sorti et que c'est bon, d'autres qu'on est encore au fond du trou, d'autres que ça va se passer naturellement, d'autres que… etc. D'où le fait qu'on va maintenant rentrer dans et concrètement, quelles sont les actions qu'on peut mobiliser. Et moi, j'aime bien la stratégie des petits pas. Le grand soir, les grands lendemains qui chantent sont en général des gueules de bois. Par contre, travailler avec quelques personnes sur 2-3 sujets ont souvent un effet qui attire les autres. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité de cette réflexion, parce que souvent les webinaires, alors, faire avec les moyens du bord, l'effectuation, formidable. Je vous conseille, alors j'en ai pas parlé aujourd'hui, j'en ai parlé dans d'autres webinaires, je vous conseille de regarder l'effectuation qui a été popularisée par Philippe Silberzan. Et l'un des premiers éléments de l'effectuation, c'est regarder ce que vous avez. L'exemple qu'il prend, c'est quand vous invitez des amis pour le dîner, vous avez deux solutions, soit vous rêvez le dîner et vous avez du budget, soit vous ouvrez votre frigo et vous regardez ce que vous avez dans le frigo et vous faites avec. D'accord ? Mesurer précisément les impacts, communiquer, intégrer dans la reprise les différences de situation. Absolument. Prioriser, absolument. Donc, alors là, je vais vous lister quelques éléments qu'on va mobiliser. Et ce qui est important, c'est pas les éléments, c'est comment je l'adapte à mon environnement. Et si j'ai dans mon environnement des personnes qui naturellement vont avancer, j'aurai moins d'effets à faire. Alors, Catherine dit la crise a amené des situations différentes en termes de statut. Télétravail, payer chez soi sans travail, arrêt maladie, un éclatement du collectif. Comment ressouder tout cela? Ouais. C'est un peu, Catherine, comme qu'est-ce qu'on doit faire en tant que manager ou dans une équipe quand quelqu'un a été absent pendant plusieurs mois. Alors, plusieurs mois pour des raisons, je ne sais pas, un congé maternité, pardon, ou ça peut être plusieurs mois. Ou ça peut être une mission dans une autre équipe. On l'a dans beaucoup de projets. Je suis manager, j'ai des équipiers, et mon équipier, pendant plusieurs mois sur un projet, quand il revient, il a cette impression, il peut avoir cette impression qu'on l'a oublié. On va avoir des personnes qui étaient chez elles pour s'occuper d'enfants ou qui étaient malades, quand elles vont revenir, comment éviter ce sentiment d'être parti pendant 10 ans. Donc j'aime bien l'idée développée dans une vidéo récente du Monde qu'on est… Oui, il y a un gigantesque tsunami, et ce n'est pas un tsunami, c'est on est rentré dans un monde de tsunamis. Il n'y aura pas de retour à une stabilité qui n'a jamais existé. Donner la parole aux équipes pour verbaliser son ressenti, absolument. Absolument. Et voilà, réunir toutes les parties prenantes, se serrer la main, mais oui. Oui, comme Catherine, certains équipiers sur le pont ils sont fatigués, quand d'autres ont été mis en chômage partiel. Moi, je suis intervenu pour une entreprise là où ils diffusent actuellement des tests. Dans une partie de l'organisation, c'est l'enfer parce qu'il faut livrer absolument. Dans d'autres parties, leurs sujets qui n'étaient pas prioritaires ont été arrêtés. Il y aura cette différence. Et ça crée beaucoup de tensions parce qu'il y a des gens qui veulent que ça avance et à l'inverse d'autres qui ne peuvent pas. On peut avoir aussi, moi j'ai un manager qui me dit mon N+1, il m'appelle tout le temps. Lui, il n'a pas d'enfant. Moi, j'ai une fille qui a 3 ans. Il ne comprend pas que je ne
que je puisse pas mettre ma fille dans un placard pendant 3 heures et bosser tranquille. Alors, c'était plus de la frustration, hein, c'était pas. Mais voilà, d'accord. Alors, donc, ce qui va être important, j'avance, mais tout ce que vous dites, accepter de les remettre en cause personnelle, absolument. Co-construire avec les membres de l'équipe. Alors, on peut être directif, et on peut dire c'est comme ça. On peut donner un cadre et puis faire participer ou collaborer, c'est-à-dire accepter que ça vienne de l'équipe. Et pour certaines organisations, que ça vienne du terrain, ça peut être un vrai changement d'habitude. Ça ne veut pas dire pour autant que tout ce qui vient du terrain doit être pris en l'état, parce que ça peut être une fausse bonne idée. Donc, si on regarde, on a plusieurs leviers. Alors, j'en ai listé 5. Après, ce qui va être important, c'est les mobiliser. Point important, on va sortir de l'urgence urgente. Parce que avant la crise, on avait déjà des organisations qui étaient en mode au court partout, dans lequel le run, c'est-à-dire je cours en permanence, alors les moments où on échange, où on partage, ou etc., demain. D'accord. Comme le disait Abraham Lincoln, si j'avais 6 heures pour abattre un arbre, je passerais les 4 premières à affûter ma hache. Donc, ça va être ne pas renfoncer tête baissée et tout en allant dans l'action, avoir des moments où on va faire des choses importantes et pas urgentes. D'accord. Exploiter le passé, vous l'avez dit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a donné, continuer à se voir, le faire plusieurs fois, etc. Alors, Denis dit, je me souviens d'intervention, oui, on peut avoir des gens qui sont dans le déni. Alors après, peut-être, enfin, faire appel à des gens dont c'est le métier. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'on peut faire en tant que chef de projet, manager ou formateur. À un moment donné, s'il y a eu un drame, une personne, il faut faire appel à des gens dont c'est le métier. Il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers. C'est très différent de on a eu un problème dans le site, on a eu une crise de fonctionnement interne, il y a eu quelqu'un qui a eu un problème psychologique grave, qui a tenté de mettre fin à ses jours. Là, ça ne serait pas de la même manière. Là, il faut faire appel à des gens dont c'est le métier, il faut absolument se faire aider. C'est très clair. Mais en tout cas, temporairement, continuer à faire des choses à valeur ajoutée que vous avez évoquées, alors que la tendance, ça va être de vouloir reprendre tout de suite l'activité, et donc on se reprépare à aller dans une future crise. Le deuxième point très important, c'est qu'on va être amené à agir de plus en plus dans l'incertitude. Enfin, de plus en plus, c'est vieux comme le monde. Mais le monde étant instable, on va devoir travailler à des réponses qu'on improvise. Un peu comme un capitaine de bateau qui, pour atteindre un cap, va devoir tirer des bords et louvoyer. Sachant que, quelquefois, on n'a même pas de cap à atteindre. On sait qu'on doit aller par là. Et bien, temporairement, on va aller par là. Puis à un moment donné, eh ben non, on ne va plus par là, on va par là. Moralité, il faut prendre du recul, comprendre ce qui se passe, identifier ce qu'il faudrait faire, rechercher des stratégies, décider et agir et suivre. Mais ce n'est pas de l'improvisation qui n'est de rien. On improvise quand on est bon. Une équipe sportive qui s'entraîne, elle improvise parce qu'elle est suffisamment douée. Et donc, le deuxième levier, si on veut agir dans l'incertitude, ça va être de renforcer les capacités. Moi, je suis étonné de voir que sur tout ce que j'ai listé là, les gens ont beaucoup d'expérience, mais ont peu de repères formalisés. Accompagner, vivre un changement, on a tous vécu plein de changements, c'est pas pour autant qu'on partage des repères, des grilles, des analyses, des éléments qui vont permettre de réussir un projet. Il y a des étapes, il y a des outils, il y a des éléments. Alors, c'est pas pour autant qu'on va apprendre la méthode de 350 pages avec 50 livrables. Mais se mettre d'accord sur les grandes étapes, sur les règles du jeu, et ça, c'est important. Or, on a beaucoup de gens qui font en mode intuitif. Apprendre à apprendre et transmettre, c'est un vrai métier. Ceux qui se mettent dans la feste, on peut être très compétent et très mauvais pédagogue dans la transmission d'un savoir. Ce n'est pas pour autant qu'on est mauvais, il y a des très bons dans la transmission. On peut être très bon dans son métier et ne pas savoir transmettre. Donc, renforcer les compétences individuelles et collectives. Et dans un monde VUCA ou VICA, comme le dit Serge, volatile, incertain, complexe et ambigu, on va renforcer l'antifragilité, c'est je renforce la capacité. Si je ne peux pas gérer l'incertitude extérieure, je peux augmenter la capacité des acteurs à, en situation d'incertitude, être efficaces. D'accord ? Je vois dans les formations projets qu'on anime, il y a des gens au démarrage qui disent « je veux une méthode qui fait que les projets, ça marche toujours bien ». Ils ne sont pas venus pour la bonne raison. On va avoir des méthodes pour enlever certaines incertitudes, pour éviter de développer, alors qu'on ne sait pas encore ce qu'on veut,
mais on est en mode projet parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver. Sinon, ce n'est pas un projet. Donc, on va travailler sur renforcer les capacités individuelles et collectives. Et parce que ce qui est important, ce n'est pas d'apprendre, c'est d'augmenter les comportements et les résultats. Ce n'est pas de faire une formation en management, c'est d'aider les managers à mieux manager en situation d'incertitude. Et ce n'est pas forcément très compliqué à partir du moment où on travaille sur le comment faire et non pas sur le quoi. D'accord ? Le troisième levier, et c'est un point très important, c'est de renforcer le sentiment d'efficacité personnelle. Je suis à nouveau capable de. Donc, ça va être de chercher des gains rapides, de se focaliser plutôt sur les réussites et de reconnaître ce qui a été fait. Et un point important, c'est d'adapter la difficulté. Ce qu'on appelle le flow dans le jeu, c'est je suis skieur. Si je suis un skieur expérimenté qu'on me met sur une piste verte, je déprime. Si je suis un skieur débutant et qu'on me met sur une piste noire, j'ai peur. D'accord ? Donc, on va doser dans l'équipe ou dans les équipes le niveau de difficulté pour qu'ils en soient capables, mais ni trop bas. Et ce qui rend réellement, ce qui nous fait prendre conscience qu'on en est capable et que c'est possible, ça va être aussi les retours d'expérience des changements précédents. Capitaliser ce qu'on va voir après sur ce qu'on a vécu là permettra de se rendre compte qu'on en est capable, que c'est possible, qu'on a pu survivre, qu'on a pu faire. Et puis quand on va pouvoir faire des petites évolutions au fil de l'activité, ça montrera qu'on est capable de se réajuster. Tiens, finalement, ça, on le fait différemment parce que Alain, il m'a donné une super idée. Et cette super idée, je vous propose qu'on la teste et ça marche. Ça rend les acteurs conscients du fait qu'ils peuvent affronter ce monde qui bouge. D'accord ? L'antifragilité, c'est pas être optimiste, c'est à un moment donné, régulièrement, on se réajuste. On le retrouve dans l'agilité, ce qu'on appelle la rétrospective, c'est revenir sur ce qui fonctionne. Et justement, un quatrième point, c'est assurer des retours d'expérience. Vous savez, dans la descente et dans la remontée, faire des retours d'expérience de ce qu'on a vécu et commencer par ce qui fonctionne. Alors, je sais qu'en France, on est super bon pour parler de ce qui ne va pas, pour se plaindre, et on a raison, mais commencer par dire, alors, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui fonctionne, partagez vos astuces, vos bonnes pratiques, qu'est-ce qui marche, c'est extrêmement important. Et je le vois quand on fait des 2 jours plus 1 jour de formation avec 15 jours d'écart, et quand on dit entre-temps, à la troisième journée, qu'est-ce que vous avez fait ? Souvent, les gens ils disent rien. Et puis, quand on commence à creuser, ils disent ah ouais, j'ai fait ça, et puis j'ai fait ça, et puis ça a marché. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas forcément câblé naturellement à noter ce qui fonctionne. Donc, passer du temps sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, les premières réussites, et puis ensuite, quels sont les points qu'on rencontre et quels sont les gains rapides qu'on peut tester. Les gros projets où il faut tout réorganiser, ça ne marche jamais. Le petit truc simple qu'on va faire à plusieurs et qui va marcher. Et puis, quelles sont les choses qu'on doit peut-être traiter après. Et quand on fait ça régulièrement, pareil, ça rassure sur le fait qu'on va se réajuster. Alors, dernier point que je voulais travailler avec vous, c'est que assurer des retours d'expérience, c'est pas simplement dire ce qu'on a fait. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait et puis ça marche. Parce que je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens qui croient que expliquer leur expérience, c'est suffisant. Et on le sait tous en tant que formateur, on n'apprend pas de l'expérience. Là, je vous ai mis le cycle de Kolb, qui est un cycle classique. On n'apprend pas en faisant. Sinon, il suffirait de faire. Et la FEST, action de formation en situation de travail, illustre bien que je dois vivre des expériences qui peuvent m'apprendre des choses et je dois avoir des moments où je vais exploiter cette expérience et faire le tri. Donc, on doit amener nos collaborateurs, nos collègues, les gens avec qui on travaille, à prendre l'habitude, suite à une expérience, de l'analyser, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que ça a donné. Et le meilleur moyen de l'analyser, c'est d'avoir des repères. Je reviens sur ce que j'ai vu avant. Si je n'ai pas une méthode de vente et que j'ai raté ma vente, je peux dire c'est la faute du client qui n'avait pas de budget. Si par contre, je sais que dans la vente, il faut poser des questions et que je me rends compte que j'ai tout de suite argumenté, éventuellement, je pourrais me dire, j'ai zappé la phase de questionnement. Si dans mon projet, j'ai fait une solution qui n'était pas adaptée, peut-être que je me rends compte que j'ai zappé la phase d'étude du besoin réel. Donc, qu'est-ce qui a été fait ? Et on doit rentrer dans très bien, mais de ce qu'on a fait, quels enseignements on en retire ? Parce que ce qui va nous faire progresser, l'entreprise apprenante, c'est d'apprendre aux personnes à tirer enseignement et que cet enseignement puisse servir à d'autres. Donc, ça va être de travailler sur qu'est-ce qu'on en a tiré. Si je fais intervenir quelqu'un qui me donne une bonne pratique, s'il dit juste à l'équipe,
bah, j'ai fait ce qu'il fallait et maintenant ça marche, et je peux vous assurer que je l'ai vécu celle-là, autant vous dire que c'est bien, mais on peut faire mieux. Non, voilà, il y avait tel problème, voilà ce que j'ai fait, voilà comment j'ai fait, voilà ce que ça a donné. Donc concrètement, ça veut dire que. Et après, on doit travailler. Donc, bah, et donc pour vous, les différentes personnes autour de la table, comment on peut le faire, comment on peut l'adapter, etc. Et quand on commence à travailler là-dessus, on arrive sur un cercle vertueux qui va permettre effectivement de travailler pour faire en sorte que le collectif ou les personnes que j'accompagne soient plus à l'aise dans des changements qui vont arriver ou dans des crises. Voilà, donc j'arrive au bout de ma présentation des différents éléments. Si vous voulez, on peut vous accompagner sur plein de choses après, etc. On est formidable, on est génial, enfin, vous vous en doutez. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des commentaires, est-ce qu'il y a des échanges, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, enfin, tout ce que vous avez. Moi, j'ai suivi au fil des éléments, mais concrètement, par rapport à ce qu'il faudra faire ou ce qu'il faut faire pour réussir l'après, est-ce que vous avez est-ce qu'il y a des éléments que j'ai zappés, est-ce qu'il y a des choses que vous voyez, enfin, allez-y, dites-moi. Qu'est-ce que vous en retirez? Enfin, donc voilà. Donc, alors, comme on est en webinaire, il y a quelques secondes de latence, contrairement. Mais même en présentiel, j'aurais tendance à pas tout de suite faire parler celui qui lève la main tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque. Il y a des gens, ils ont besoin de réfléchir avant de parler. Et là, j'ai besoin de voir. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des points? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez donc ce que je vais faire, attendez, j'affiche. Donc, vous aurez ma présentation. Hein. Mais ce qui est intéressant, voilà. Alors, Denis dit rend sensible. Alors, votre présentation rend sensible au fait que pour certains, ce confinement produit des doutes quant au sentiment d'appartenance, parce que certains n'auront peut-être plus envie de retrouver les aspects négatifs de leur travail qu'ils avaient su oublier et que la distance rend plus visible. Oui, on peut avoir un effet retour fantasmé, c'est-à-dire je suis content de retourner voir mes collègues pendant un jour ou 2 jours. D'accord? Et c'est pas. Alors, hein, vous savez, hein, on revient de vacances, on est content, puis finalement, on tourne tout de suite dans la situation comme avant. Hein. Mais et c'est important, la même crise, le même trauma peut amener des réactions très différentes dans la même équipe. Et on doit en aucun cas essayer de trouver une solution commune. Après tout, si j'ai quelqu'un qui l'a mal vécu ou quelqu'un qui l'a bien vécu, c'est son ressenti. Ce qui est intéressant, c'est comment je fais en sorte de rendre le collectif et les individus plus à même de mieux vivre ce qui va se passer après. Alors Catherine dit doute aussi au regard de ses capacités en plus de l'appartenance. Absolument, absolument. C'est une étude répétée qui a été faite. Vous prenez une classe, vous divisez en deux, la même classe, hein, de façon aléatoire. Le professeur rentre dans la classe, la première, et dit voilà, aujourd'hui, c'est un devoir, ça va être difficile, ça va être compliqué, c'est au-dessus de votre niveau habituel, je pense que peu d'entre vous vont être capables de réussir. Il sort de la classe, il va dans l'autre moitié de la classe qui a été définie de façon aléatoire, hein, c'est randomisé. Il rentre dans l'autre classe et il fait bon, aujourd'hui, l'exercice, il est à votre niveau, il est facile, vous allez voir, c'est simple, je m'attends à des bonnes notes. Alors, il faut que ce soit quand même réaliste, il ne faut pas que ça soit trop décalé. Ça a été répliqué un nombre de fois impressionnant. Les résultats ne seront pas les mêmes. Alors, je ne parle pas des bons élèves, hein, qui, eux, de toute façon, par définition, ils s'en foutent de ça. Mais pour tous les autres, est-ce que je m'en sens capable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai la bosse des maths? Est-ce que je serai bon en? Si dès le début, je ne m'en sens pas capable, c'est plus compliqué. Alors, on aura aussi l'effet inverse. Ceux qui pensent que tout est possible, que c'est génial, il y a qu'à, il faut que, il faudrait que, hein, et qui en général ne font pas. Hein, ceux qui adhèrent mais ne s'engagent pas. Mais réellement, l'effet Pygmalion, c'est important. Et donc, l'antifragilité, la croissance post-traumatique, c'est pas de la pensée naïve, c'est pas de la pensée magique. C'est toutes les choses qu'on fait ou qu'on fera de façon plutôt consciente et organisée qui vont faire que. Alors, Catherine dit, vous me donnez quelques idées d'action pour emmener ceux qui ont été loin du collectif de travail, en associant ceux qui étaient dans le collectif. Oui, en partant des petites réussites pendant cette période. C'est pas intéressant quand ceux qui n'étaient pas là vont revenir, d'en profiter pour dire qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre. Et puis ceux qui n'étaient pas là,
après, quelques temps après, de les remobiliser en disant, bah, vous, depuis que vous êtes revenus, avec votre regard extérieur, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les associer dans le collectif. Alors, Serge dit, il y a une part du chemin qui est individuelle et qui amène chacun à s'interroger sur son vécu. Oui, il convient de repenser son collectif. Qu'est-ce que j'y cherche en termes d'individu? Quelle est sa valeur? Voilà, une remise en cause du sens du collectif. Absolument. Alors, il y a des choses qui peuvent être individuelles. On peut aussi réfléchir à notre collectif, quelles sont ses valeurs, quel est son sens, parce que durant la crise, on perd de vue le sens initial. Et c'est un des valeurs ajoutées, et le sens peut évoluer. On peut avoir des personnes qui, suite à ce qu'elles ont vécu, repriorisent leurs valeurs, leur sens, leur appartenance, et c'est important de redéfinir finalement qu'est-ce qu'on a appris de cette crise, qu'est-ce que ça nous évoque, qu'est-ce qu'on doit garder ou pas garder. Et on peut dire que le fait de le verbaliser, c'est pratiquement ce qui est le plus important. Après tout, quelqu'un peut dire, moi, ça a changé mes priorités, c'est très bien, tant mieux. Tant mieux, maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait avec comment on peut en tenir compte de façon à ce qu'on continue à travailler ensemble. Voilà, donc est-ce qu'il reste une ultime question ou est-ce que, on va pouvoir arriver au bout de ce webinaire? Alors, j'ai prévu d'en faire d'autres que je vous communiquerai, sur lesquels on va rentrer dans le détail, effectivement, de l'étape, de comment faire pour associer une organisation, comment faire pour associer des managers, comment faire pour associer des formateurs, parce que là, j'ai des formateurs et des formatrices. La crise a aussi amené une prise de conscience par le digital, du digital, mais on va avoir aussi beaucoup de gens qui auront vécu du mauvais digital ou qui auront mal vécu. Donc, il va falloir travailler sur comment faire en sorte que ça rentre dans les pratiques, que ça devienne une action, sans pour autant tout changer, parce qu'il y aura encore beaucoup de choses qu'on va garder en présentiel. Le présentiel pouvant être présentiel physique comme présentiel à distance. Sur ce, écoutez, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas d'éléments, je vous remercie de votre participation. J'allais le dire, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une overdose du digital? Oui, 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 oui. La semaine dernière, j'étais avec un manager qui me dit, au début, je regardais les webinaires, les articles qui sortaient, il dit, maintenant, je suis perdu, moi, je veux de l'action. Et effectivement, on a travaillé sur, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire dans votre équipe. Il est ressorti avec 4 actions simples à mettre en œuvre, dont la moitié les faisait déjà. Il était super content. D'accord? Voilà. Donc, merci à vous. Alors, IBM a renoncé au digital car pas assez créatif. Alors, le digital, c'est très bien. Le digital, ça peut être un webinaire comme on est en train de faire, comme ça peut être une classe virtuelle dans laquelle on va interagir par groupe de 8-10 avec des échanges. Enfin, on peut être en présence dans la même salle comme à des kilomètres à distance. On peut avoir des formations, on est dans la même salle, mais on aurait pu être sur une autre planète. Ça ne sert à rien de venir dans la salle. Si on vient en salle, c'est pour échanger, c'est pour partager. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à très bientôt. Vous allez recevoir très bientôt le replay, etc. Et puis, si vous n'avez pas reçu ma présentation, contactez-moi et je vous l'enverrai. Carole dit merci, toujours aussi passionnant et passionné. Merci Carole, et ça me fait plaisir que tu dises ça. Carole, ça fait longtemps que je la connais. Elle travaille dans une entreprise qui va vite et qui est à fond les ballons, la forme. Alors, voilà. Merci à vous. Bon après-midi, bonne suite et on va y arriver, c'est sûr. Au revoir.